À quoi ressemblera un conseil d'administration performant en 2025? Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Guillaume. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous êtes associé directeur de la ligne de service Risk Management chez Grant Thornton et vous publiez cet International Business Report. C'est comme ça que s'appelle ce rapport publié à ce sujet de la gouvernance. Une première question, Nicolas. Comment est-ce que vous avez fait pour produire ce rapport et à qui s'adresse-t-il ? Alors, c'est un rapport qui est publié en fait trimestriellement, qu'on appelle l'IBR chez nous, qui s'appuie sur une enquête trimestrielle adressée à 10 000 entreprises et qu'on complète en fonction des sujets par des entretiens de terrain. Donc, en l'occurrence, sur le thème de la gouvernance, on est allé rencontrer un certain nombre d'administrateurs, de dirigeants pour approfondir le sujet. Et ce rapport est fait pour eux, pour les dirigeants d'entreprise, pour les administrateurs d'entreprise. Ça vous semble un sujet important et notamment en termes de performance pour les entreprises, cette gouvernance, pour justement y consacrer un rapport? Tout à fait. On a une évolution du rôle des conseils d'administration et on se rend compte très clairement qu'il y a une évolution d'un rôle qui avant était un petit peu court-termiste, centré sur les résultats financiers, pour aller maintenant sur un rôle beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ancré sur la stratégie, sur son déploiement et sur son contrôle. Et on constate dans les chiffres que les conseils d'administration les plus progressistes obtiennent des meilleurs résultats, y compris en termes de performance financière, que les conseils d'administration plus conservateurs. Qu'est-ce que vous appelez progressiste en termes de gouvernance? Alors c'est à la fois en termes d'ouverture, en termes de diversité, en termes de manière de fonctionner, d'approfondir les sujets, et on pourra y revenir juste après sur ces différentes recommandations qu'on a pu formuler pour ces conseils d'administration à l'horizon 2025. Donc une évolution palpable, tangible, y compris en France, où on a l'impression d'un monde feutré de ces conseils d'administration et conservateur, justement? Alors c'est vrai qu'on a parfois qualifié le comportement de nos conseils d'administration en France comme étant un peu marqué par une forme de consanguinité, mais on voit une réelle évolution, un peu tirée d'ailleurs par certains secteurs réglementés sur lesquels on a mis des obligations de mieux séparer entre l'exécutif et le contrôle, de mieux appréhender une certaine forme de diversité, justement, mais ça commence à prendre. Vous soulignez la complexité, la contrainte qui pèse sur ces administrateurs. Est-ce qu'on peut prendre des exemples, en effet, qui font que c'est une mission compliquée? Écoutez, on a une évolution réglementaire, par exemple, qui est permanente. On a adopté en France, très récemment, le 8 novembre dernier, une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 et qui embarque, pour prendre juste un exemple, toute une série d'obligations sur la lutte contre la corruption. Et donc, on va demander aux entreprises de plus de 500 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de se mettre en conformité sur ces sujets, d'adopter un code éthique qui forcément relève du conseil d'administration, de mettre en place une cartographie des risques de corruption, etc. etc. Donc, les conseils d'administration doivent se saisir de cette question-là, mais dans le même temps, ils sont souvent implantés dans différentes zones géographiques et ils vont devoir être à la fois conformes avec les exigences françaises, les exigences anglaises, les exigences américaines. Et donc, c'est à eux d'appréhender ça et de trouver une juste position pour l'entreprise qui soit à la fois conforme et qui pour autant ne devienne pas sclérosante pour l'entreprise. Vous citez un chiffre dans ce rapport, 12% du chiffre d'affaires sont les sommes que ces sociétés consacrent à l'activité gouvernance, risque et conformité. Comment est-ce qu'on peut justifier un tel investissement? Ça semble colossal, 12%. Alors le justifier, je ne sais pas, l'expliquer, on peut essayer. Il faut certainement distinguer les phases d'investissement pour se mettre en conformité et puis la phase pérenne dans un second temps. Mais se mettre en conformité sur ces sujets-là, ça a conduit les entreprises à muscler considérablement des équipes fonctionnelles autour de l'audit, du risque, du contrôle qui n'existait pas. Pour information, dans les secteurs réglementés, on va jusqu'à 10% des effectifs sur ces fonctions-là, ce qui est colossal. Mais ça oblige aussi à mettre en place des systèmes d'information dédiés pour faire un reporting et pour pouvoir démontrer notamment aux régulateurs qu'on est bien conforme. Ça oblige à revoir des circuits d'information. Enfin, c'est toute une dynamique qui se met en place. Et sur certains sujets, ça descend très opérationnellement jusqu'au commercial qui, face au client, doit respecter toute une série de démarches. On est dans un monde de plus en plus globalisé et pourtant vous notez aussi qu'il y a des particularités très nationales de cette gouvernance. Est-ce que ça devrait converger selon vous? Forcément. Comment imaginer qu'un conseil d'administration franco-français, voire gaulois, puisse avoir une appréhension satisfaisante et pertinente d'une stratégie mondiale d'implantation avec toutes les différences de culture, de réglementation, d'opportunités qui peuvent exister à travers le monde. Donc on a forcément et on doit organiser cette convergence. Vous employez le terme de gaulois. Justement, c'est une des recommandations que vous faites. La diversité, c'est un facteur clé pour la compétitivité de ces conseils. Pourquoi c'est important? Alors,
derrière cette notion de diversité, tout le monde va penser spontanément à la question de la parité, et c'est une question importante sur laquelle on a fait des progrès et qui apporte une véritable valeur ajoutée au conseil d'administration par la diversité des points de vue. Mais il n'y a pas que la parité, c'est ça que vous dites. Il n'y a surtout pas que la parité. C'est-à-dire qu'il y a déjà un point que j'ai évoqué tout à l'heure qui est la culture. Comment appréhender la culture des marchés sur lesquels on veut s'implémenter, la culture aussi des investisseurs qui sont au capital. Donc comment on fait pour prendre en compte cette dimension culturelle. Mais il y a aussi et surtout la compétence. Comment on fait pour saisir les opportunités, pour prendre un exemple sur lequel on va revenir, j'en suis sûr, dans un instant, qui est le numérique. Si sur mon tour de table, je n'ai que des administrateurs qui n'ont pas cette culture-là. Pour prendre un exemple, alors peut-être un petit peu caricatural, l'âge moyen du hacker est à 17 ans, l'âge moyen d'un administrateur est à plus de 60 ans. Donc si c'est le grand-père du hacker... un hacker dans le conseil, dans le board. Il vaut mieux prendre le hacker que son grand-père pour traiter la question. C'est en effet assez parlant. Le numérique, justement, vous y voyez à la fois une opportunité et un risque, notamment le risque en termes de cybersécurité. Mais c'est exactement l'illustration parfaite du rôle d'un conseil d'administration. Il est là à la fois pour essayer d'aider l'entreprise à saisir les opportunités et à dire, mais finalement, dans ma stratégie d'entreprise, comment j'intègre cette dimension digitale, comment je vais transformer l'entreprise pour saisir toutes les opportunités, mais aussi comment je fais pour m'assurer qu'on a bien mis en place les moyens de maîtrise et de contrôle qui vont me permettre de maîtriser ce risque. Ce risque, il apparaît numéro 1 dans tous les hit parades qu'on peut réaliser sur les risques principaux des entreprises aujourd'hui, mais il est déclaré aussi comme étant relativement mal maîtrisé. Donc c'est le double enjeu, la double facette d'un conseil d'administration. Saisir les opportunités, maîtriser les risques. Vous insistez aussi sur les tremplins, le fléchage pour repérer les hauts potentiels et essayer de les amener éventuellement à travailler au sein du conseil. Tout à fait. C'est pas déjà fait ça, ce repérage et cette espèce de cocooning des hauts potentiels. C'est le but de beaucoup d'entreprises. Alors c'est le but de beaucoup d'entreprises. C'est fait de manière très très hétérogène. Certaines excellent dans ce domaine-là, d'autres sont encore aux prémices de la démarche. Et ça se combine avec aussi des difficultés qu'on rencontre liées aux générations actuelles et liées aux attentes des nouvelles générations vis-à-vis de l'entreprise. Et c'est pas forcément évident de repérer un haut potentiel, de le fidéliser et de le faire grandir pour l'amener in fine à jouer un rôle plein et entier dans le conseil d'administration, en sachant que dans le même temps, toujours en regard de la diversité, le sujet n'est pas d'avoir que ces profils-là autour du conseil d'administration, mais d'avoir ce bon équilibre. On parle de diversité en effet. Et pour prendre un autre exemple, est-ce qu'un caissier, une caissière de Carrefour doit être au conseil d'administration? Est-ce que cette diversité doit aussi être socio-économique? Alors, elle ne doit pas forcément être au conseil d'administration, mais en tout cas, on doit trouver un moyen dans la gouvernance de l'associer. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui veillent à associer toutes leurs parties prenantes, à la fois leurs salariés, mais aussi leurs fournisseurs, leurs grands partenaires, leurs clients, pour les impliquer dans l'élaboration, dans le déploiement de la stratégie. Et quand vous regardez toutes les grandes normes qui peuvent exister sur les systèmes de prise de décision, c'est une recommandation très forte d'embarquer ces parties prenantes et d'être finalement, dans la gouvernance, le reflet de l'entreprise étendue qu'on est au quotidien. Il y a un nombre idéal d'administrateurs pour un bon fonctionnement de cette gouvernance? Alors il n'y a pas de nombre d'or à proprement parler, mais on le sait tous, si on est trop peu, il n'y a pas de débat, et si on est trop nombreux, il n'y en a pas non plus, donc au-delà de 20, ça devient compliqué, en dessous de 7, ça n'a pas de sens, et donc on va osciller entre les deux, et à nouveau, plus que de fixer des règles, je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités pour attirer les bons profils et ne pas se priver d'un profil parce qu'on serait déjà au bon nombre. Et puis à nouveau, ne pas en prendre un qui serait moins bon pour atteindre un nombre théorique. C'est une mission, hein, on le comprend, assez particulière d'être administrateur avec des grosses responsabilités, y compris pénales. Est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'on peut se former à ce rôle parce que c'est pas inné? Alors tout à fait, on peut se former. Déjà, par exemple, rien qu'en France, il y a un institut qui est dédié à cette question-là, qui est l'Institut français des administrateurs, et dont c'est la mission, et qui propose des formations, des accompagnements sur ces questions-là. Il y a de plus en plus d'entreprises qui développent des programmes de formation pour leurs administrateurs, avec des mises en situation, avec des crisis games. On en réalise pour un certain nombre de nos clients. Et puis, il y a une autre approche qu'on aime beaucoup chez Grant Thornton et qu'on s'applique à nous-mêmes, qui est le mentoring, qui est de profiter en fait du savoir-faire et du savoir-être des administrateurs les plus aguerris pour accompagner des administrateurs plus novices dans leur prise de fonction et dans leur évolution. Est-ce que vous avez une définition de ce que doit être un administrateur? Enfin, quelle est votre définition? En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que l'administrateur, ce qu'on lui demande, c'est pas forcément de savoir faire. C'est pas d'être le meilleur expert, mais par contre, c'est de savoir
poser les bonnes questions, de oser poser les bonnes questions, de oser engager le débat, et puis d'avoir un bon jugement sur les réponses qui vont lui être apportées. Donc il faut avoir une interrogation critique, bienveillante, mais critique vis-à-vis de ce qui est fait, prévu dans l'entreprise. C'est un journaliste en fait. Ça pourrait. Welcome on board. Une dernière question, deux dernières questions. Comment est-ce que vous, Grant Thornton, vous avez donné quelques indices, mais vous accompagnez justement ces gouvernances au quotidien? En fait, on a des modalités d'action qui sont assez différentes. On a toute une série d'interventions qui sont sur de l'évaluation, où on va évaluer, à partir de référentiels composés des meilleures pratiques, le niveau de performance du fonctionnement du conseil d'administration et de ses différents comités, et puis formuler un certain nombre de recommandations. On a une deuxième manière d'approcher le sujet, notamment en France, où on a une équipe qui s'appelle Grant Thornton Executive, qui est la mise à disposition de dirigeants pour une période donnée, pour les aider à passer certaines phases de transformation ou de transition. Et puis la troisième manière, qui est notre métier de consultant, c'est d'apporter des expertises pointues sur les sujets, par exemple dans le digital, pour les aider à construire une stratégie digitale, ou pour reprendre notre sujet Sapin 2 sur la corruption, pour les aider à se transformer à cette occasion-là. Ça s'appelle Administrateur de demain, objectif réussite. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Téléchargement libre sur le site internet, sans aucun problème. Merci Nicolas Guillaume de nous avoir présenté ce rapport. À bientôt. Merci Thomas, à bientôt.